Bonjour, bonjour, c'est Jonathan. J'anime l'épisode d'aujourd'hui sans Benoît, mais avec deux invités. Devant public, au Festival Relief, David Roy-Proulx et Kevin Mathieu, l'Arrivée Fontaine, me parlent de leur participation à de longues courses en France et en Espagne. Plus l'épisode avance et plus ça part dans toutes les directions. Bonne écoute! Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berrois et aujourd'hui je me trouve à la première édition du Festival Relief au Mont Adstock près de Thetford Mines avec deux invités qui se sont lancés dans de longues courses européennes et dans ce qui semble être un épisode à thématique de noms composés. J'ai nommé David Roy-Proulx et Kevin Mathieu, l'Arrivée Fontaine. Merci, bonjour, bonjour. Bonjour David. Salut, salut. Bonjour Kevin. On dit Kevin Mathieu, l'Arrivée Fontaine à chaque fois. Kevin, c'est suffisant. Kevin. Kevin, toi, tu as fait la Trans-Pyrénées. C'est exact. Et David? J'ai essayé de faire la Race Across France. Ben, tu dis que tu as essayé de faire, mais Kevin, ça t'a pris 2 fois aussi. Peux-tu nous dire c'est quoi la Trans-Pyrénées? C'est la traversée, dans le fond, de l'ouest jusqu'à l'est, donc jusqu'à la Méditerranée. On fait un aller et un retour par 2 passages différents. Une série de checkpoints qu'il faut relier par un parcours qu'on fait. Une course de 1800 km, 40 000 mètres de dénivelé positif. En combien de temps d'habitude? Vois-tu, le cut-off, c'est environ 7 jours et demi. Le gagnant l'a fait en 4 jours et une dizaine d'heures, je pense. Tu as un cut-off à chaque point ou juste rendu à la fin? Non, tu as un cut-off à chaque checkpoint. 5-6 checkpoints. OK. Puis là, c'était la 2e fois que tu le faisais. C'est exact. 2019 puis 2023. 2019, je me suis embarqué dans quelque chose. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, en fait. Donc, ça a floppé, malheureusement. Mais il y a eu beaucoup d'apprentissage. Tu te lances dans une aventure comme ça. Moi, c'est ma première fois en Europe. Première fois sur une grosse course comme ça. Tu penses que tu es à la hauteur parce que tu as fait des longues rides à la maison, mais c'est complètement différent. Et c'était ta première fois en Europe, point. Fait que quand tu es arrivé au premier village, puis que tu t'es dit « Wow, c'est vraiment super beau », t'as pas eu le goût de juste abandonner la course puis d'aller visiter à la place? Tu sais qu'au final, c'est ça qui est arrivé. Hein? Ah, oui, la première fois. Hein? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je te dirais beaucoup côté nourriture, nutrition. Ah oui? J'en ai manqué beaucoup. C'est-à-dire, t'en avais... T'arrêtais pas? J'ai pas mangé assez, en fait. Okay. Tu es autonome dans ce genre de course-là, donc il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te nourrisses de toi-même. Puis, tu veux pas trop arrêter parce que tu veux pas perdre trop de temps, mais il faut que tu te nourrisses. Ouais. Fait que, disons que j'avais aucune stratégie nourriture. Puis la deuxième, t'as décidé de manger. Là, la deuxième, j'ai traîné beaucoup plus de bouffe avec moi, voire trop. Je l'ai vraiment joué safe là, sur la deuxième, autant au côté nutrition qu'au niveau sommeil. Mais au final, ça a porté fruit parce que j'ai réussi à finir. Ah, donc, tu mangeais juste des fruits? Non, pas tant. Je pense pas que c'est la bonne idée. Et tu vois, j'ai 38 ans, mais dans mon cœur, j'ai 58. C'est quoi la différence avec ta course qui est en réalité un peu plus longue, mais que tu as fait, toi, tu l'as rendue pas mal plus courte? Ouais, dans le fond, à la base, quand tu as fait au complet, c'est 2500 km avec 45 000 mètres de dénivelé. On part dans le nord-ouest de la France et on fera un gros L qui nous amène jusqu'à Cannes. Et puis, c'est moins montagneux. On passe par les Alpes quand même, mais on dépense quand même pas mal beaucoup de kilomètres. Là, ouais. Mais on n'a pas de checkpoint, c'est des bases de vie. Ah non, OK. Non, tu reçois le parcours genre 48 heures avant le départ. Contrairement à sa course à lui, nous, on a un parcours obligatoire. Donc, on a une trace GPS de 2500 km qu'on peut découper à notre guise, mais on ne peut pas déroger, on ne peut pas sortir du parcours. Si tu sors du parcours, ils t'appellent en disant « Hey buddy, ça ne fonctionne pas, t'es perdu. » Ils te suivent en... T'as des InReach? On a des trackers GPS. Tout le monde, ils donnent une petite puce. Qui n'est pas un InReach. Non, c'est un vaccin qu'ils te donnent. Blague de COVID, merci. Non, c'est vraiment un tracker gros comme ton petit micro là, que tu mets dans tes sacs de vélo, puis à la fin, tu le redonnes. Un AirTag. Genre, ouais, un wannabe AirTag. Puis eux, ils ont un poste de commande où ils suivent tous les participants. Parce que d'ailleurs, tu n'as pas le droit de faire de drafting. Oh, pardon, on est plus près. Tu n'as pas le droit de drafter, tu n'as pas le droit de passer trop de temps avec un autre compétiteur. Il faut vraiment que tu sois dans ta bulle, tout seul, tout le temps. À moins que tu te sois inscrit en duo ou en quoi que ce soit. Puis la majorité des gens sont seuls? Ouais. Mais toi, tu es en duo?
Non, j'étais seul. Il y a un autre de mes amis qui le faisait, mais on s'est dit que pour le bien-être de la relation, on n'allait pas le faire ensemble. Parce que les duos en ultra-distance, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Tu sais, quand tu penses connaître quelqu'un, ben, tu le connais pas vraiment. Ouais. Puis dans un truc comme ça, ben, c'est l'instinct de survie qui ressort, c'est les mauvais côtés, c'est le manque de sommeil, la fatigue. Tu deviens rapidement comme un mauvais couple. Puis des fois, c'est mieux de le faire tout seul. Parce que souvent, l'histoire, c'est que les gens partent en duo, mais finissent chacun de leur bord. Comme un petit divorce de course, genre. Avais-tu fait des longues courses avant celle-là? J'avais fait des trucs en solo, genre Montréal-Halifax en 4 jours et demi, Montréal-Toronto en 1 journée et demie, des trucs comme ça. Là. Une fois, je suis allé à Halifax en auto. Puis je suis revenu seul. Puis j'étais parti à environ vers 21h, là-bas, en auto. Et je me suis dit que, vu que c'était la fin de mes vacances, je recommençais à travailler le lundi. Si je conduisais toute la nuit et une partie de la journée, j'étais pour être capable d'avoir une journée d'avance. Et quand je suis parti, en fait, je me suis endormi dans une cour d'école. Je n'étais pas sorti de la Nouvelle-Écosse. Fait que je suis pas bon pour les longues distances, même en auto. mais toi, donc, tu l'as pas fait au complet? Non, pour la petite histoire, C'était pour te rendre... je voulais te faire sentir correct avec mon histoire avant ton échec. Mais je vais en parler tantôt pendant ma conférence. Donc, je ne vais pas trop le spoiler, mais... Oui, mais les gens qui l'écoutent... C'est vrai, tu as raison. On parle à des gens qui ne vont pas être là physiquement. Donc, moi, la loi de Pareto, j'aime vraiment ça. En 20 d'efforts, 80 de résultats, c'est une de mes passions dans la vie. Puis, j'ai bien préparé ma préparation physique. J'étais full entraîné et tout. J'étais affûté, l'opposé d'aujourd'hui. Et bref, j'ai pas cliqué, moi, qui arrivait comme 30 heures avant le départ de la course. Avec le décalage horaire, ça allait pas faire de sens. Ouais. Fait que arrivé à Charles de Gaulle, prendre le train avec le vélo, patati patata, j'étais arrivé à la ligne de départ, j'étais épuisé. Donc, ça a un peu nui à ma course. C'était où le départ? Touquet, Paris-Plage. Une super belle ville du nord-ouest de la France. Je t'invite vraiment à y aller, c'est vraiment beau. Nord-ouest, mais pourquoi ça s'appelle Paris-Plage? Parce que c'est juste comme 200 km de Paris, fait que c'est la banlieue parisienne. Oh, quand même. Mais la petite histoire, je pense que c'est les gens de Paris qui allaient là faire leurs vacances d'été. 200 km, c'est la banlieue de Paris. Donc, Ottawa, c'est la banlieue de Montréal. Exactement. Ça devrait être Ottawa-Montréal-Plage. OK. Puis donc, déjà, tu pars, t'es fatigué. Ouais. Puis là, tu fais 800 km en 30 heures, tu me dis? Ouais, quelque chose du genre. Puis là, mon cerveau décide de plus être ami avec mon corps. Et c'est la grande noirceur. Ouais. Psychologique. Psychologique. J'appelle ma blonde en broyant. Il n'y a rien qui fonctionne. Je prends pas de fun. Ça vraiment, c'est la seule fois. Moi, je suis le gars qui voit le verre à moitié plein tout le temps dans la vie. Là, tout le temps. Puis là, le verre était cassé. Genre, il n'y avait même plus de verre. Non. Ça allait pas bien. Fait que j'ai juste fait. Puis il y a des journées que je me lève le matin puis je regrette, puis d'autres que je me dis ça fait du sens parce que la santé mentale c'est important. Puis dans le sport, je trouve qu'on n'en parle pas assez justement parce qu'on se pousse beaucoup puis on se fait mal souvent de la mauvaise manière. Puis là, je me suis dit ça vaut pas la peine, j'arrête. Fait que j'ai appelé l'organisation, j'ai dit je coupe ma course. J'ai dormi comme 15 heures de suite, puis j'arrivais pas à dormir, j'étais trop stressé. Puis j'ai vagabondé. J'ai traversé la France à vélo pareil, mais en mode relax. Juste comme 300 km par jour. Puis, non, pas vrai? Ouais. Tu niaises. Non, ça, c'est ton mode relax. La première journée en Metz et Dijon, c'était 300 km avec 3000 mètres de dénivelé. Genre. Mais c'était chill, c'était relax. Il y a quelques années, j'ai traversé l'Europe en vélo. Ça m'a pris 2 mois. Ça m'aurait pris 1 semaine et demie. Okay. On va revenir à Kevin. Est-ce que, Kevin, roules-tu plus que 40 km par jour? Je me cherche des amis. Écoute, oui, mais ça dépend. C'est quelque chose que j'ai appris récemment, ça. Il faut apprendre à ralentir. Parce que c'est beau passer dans des villages, mais le mot est là, tu passes dans des villages. Fait que t'en profites pas. Oui, tu vois des paysages, mais encore là, t'en profites pas tant. C'est peut-être un petit côté négatif des courses d'ultra. En tout cas, là, je parle pour moi, là, mais... fait que, récemment, j'ai appris à ralentir un petit peu. Avec ma copine, entre autres, on s'est lancé des petits défis. On est allé en Arizona, on s'en va au Vermont. Fait que plus du bikepacking tranquille. T'es pas parti d'ici.
pour aller... En Arizona, non. T'es allé rouler? Non, on est allé en vacances là-bas. OK, parfait. Oui. Puis, donc, tu me parlais de ta première participation que tu avais manqué de bouffe. Puis, deuxième, qu'est-ce que tu as fait de différent? Puis, les années entre, c'est parce que tu voulais te remettre psychologiquement ou c'était pour cause pandémie mondiale? Entre autres, pandémie mondiale. Il y a eu beaucoup d'apprentissage là-dedans aussi. Je voulais être sûr avant de me lancer encore là-dedans. C'est des coûts, là. Je veux dire, tu te déplaces avec le vélo, tu t'en vas en Europe, tu prends 2 semaines de vacances. Il y a quand même un certain sacrifice à faire dans ta vie personnelle pour faire ce genre d'événement-là. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps avant d'y retourner. Puis comment c'était différent ta deuxième participation? L'as-tu plus aimé ou vu que ça a duré plus longtemps, c'était plus difficile? C'était difficile de manière différente. Je m'explique. Juste au niveau préparation, comme je disais tantôt, au niveau nutrition, écoute, c'est en 2021, j'ai rencontré un nouveau collègue de travail qui, lui, fait de l'ultra-trail, un monsieur d'une 50aine d'années. Moi, je n'ai 27, fait que, il a 23 ans d'expérience de plus que moi. Donc, il a partagé beaucoup avec moi. Niveau nutrition, c'est quoi le minimum qu'il faut que tu manges? Tu peux t'arrêter puis dormir combien d'heures minimum sans être trop brisé le lendemain. C'est toutes des affaires que j'avais de l'expérience un tout petit peu parce que je veux pas, tu te prépares quand même un peu. Mais là, j'ai vraiment peaufiné la technique. Ça fait que j'ai traîné beaucoup de nourriture, comme je disais tantôt encore, mais peut-être un peu trop. Je me suis fait des sachets de bouffe sèche que tu hydrates avec de l'eau. Je me suis fait ça, puis je les ai traînés. Je les ai pas tout mangés, mais au moins, j'avais toujours ça en arrière de la tête, que j'avais un backup. Même si je suis en haut d'une montagne en train de marcher avec mon vélo, j'ai de la bouffe avec moi. Ouais. Fait que ça, c'est un gros réconfort. Là. Tu as moins l'impression de perdre du temps parce que tu t'en vas pas dans un magasin chercher de la bouffe. J'avais la bouffe avec moi. Donc oui, c'est plus lourd. Tu as le désavantage de traîner du stock de plus, mais tu l'as toujours avec toi. Mais ça, c'était ressemblait à quoi? Là? C'était pas des nouilles ramen là, tu t'étais apporté? Hein? Oui. C'est ça, tu t'étais déshydraté des nouilles ramen? En fait, je me suis fait des mix de trucs secs. On peut dire ça comme ça. Genre de mélange du randonneur? Ouais, c'est des affaires de trailer normalement. Là. Des ultra-trailers, ils traînent ça. Des ramen bombs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, je ne connais rien de ça pour c'est des nouilles ramen avec des patates en poudre. OK. Fait que c'est très dense en calories. C'est pas très bon, je vous le dis. Bon, question aux deux. C'est quoi? Pourquoi? Fin de la question. Vas-y, Dan. Je pense qu'il manque des connexions au cerveau pour prendre des bonnes décisions. Non, mais je pense que c'est le dépassement de soi. C'est juste de voir combien de kilomètres tu peux faire, combien de mètres de dénivelé tu peux faire. Moi, je dis toujours aux gens, c'est une question de balancer les conforts de la vie. Genre, t'as tellement de confort dans la vie, t'as ton salon avec ta télévision, t'as ton réfrigérateur, t'as ton lit et tout, que juste d'en suer beaucoup sur un vélo puis de faire de quoi de fou, ça te temporise puis ça te rappelle qu'il y a des choses pires que ce que tu vis dans la vie. Est-ce que le fait que ça soit en Europe, ça apporte un autre élément à ça? Je pense que l'Europe reste confortable. C'est plus la capacité de faire des longues distances avec un coussin de sécurité, si on veut, tu sais. Toi, tu as fait des régions très éloignées et profondes. Après avoir lu ton excellent livre. Oui, même les deux, Histoire à dormir tome dehors. 1 et tome 2, recommandés en vente partout d'ailleurs. Non, mais tu sais, en Europe, c'est cool parce que tu as des cimetières avec de l'eau, tu as des dépanneurs partout, tu as des trucs de pizza automatiques dans tous les villages. Fait que oui, tu fais des trucs de longue distance, mais au final, tu sais que dans le 20 prochains kilomètres, tu vas avoir au minima de l'eau et de la bouffe. Fait que je pense que c'est moins extrême de le faire en Europe, plus ouvert aussi, les routes sont plus belles qu'au Québec. Ouais. Mais toi, c'était 100% asphalté. Ouais, moi, je suis pas très bon quand il y a de la terre en dessous de mes pneus. Moi, j'aime ça quand il y a de l'asphalte. Ah oui? Ouais. Puis Kevin, toi, c'était quoi le pourcentage? Je dirais peut-être un 30-70, fait que 30% gravel, 70 asphalte. Ah, OK, quand même pas mal. Ouais, Puis l'inclinaison, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme du hike-a-bike? J'ai une petite histoire là-dessus. Je bougerai peut-être pas en détail, mais essentiellement, on avait des choix à faire au niveau du parcours. Ah oui, c'est ça. Avec tes checkpoints, donc tu n'as pas, contrairement à David, tu n'as pas un itinéraire. C'est toi qui décides de ton parcours. Exactement. Puis l'organisation de course a décidé de nous lancer une petite curveball. Pour traverser de l'Espagne jusqu'à la France, il y avait un chemin pour relier 2 checkpoints qui était assez évident. Tu passais dans un des tunnels. Un tunnel, dans le fond, là, qui part en haut d'une passe. Là. Mm-hmm. Mais l'organisation de course nous a dit non, pas le droit de passer par ce tunnel-là. Pourquoi? Ils voulaient rajouter du piquant dans la course. C'était trop simple, tout le monde aurait passé par là.
Donc, les options qui s'offraient à nous, c'était soit tu hikes. Quand je dis hike, c'est de la marche avec ton vélo. Là. Donc, soit tu hikes à gauche du tunnel, ou soit tu hikes à droite du tunnel, ou tu fais un détour de 200 km. Aïe, aïe. Sur un total de, mettons, on dit 1500, mais toi, tu disais que c'est plutôt 1800, la durée de la course. Je ne sais pas comment tu peux faire ce parcours-là, relier tous les checkpoints en 1500 km. Marchant en ligne droite. Genre. Donc, c'est ça. Là, pour revenir à ma petite histoire, moi, je décide de prendre la hike à droite du tunnel. Mais au final, c'était une hike de 12 km qui m'a pris 6 heures. Ah ouais. Fait que j'étais content d'avoir de la bouffe avec moi. Ah ouais. Fait que pas de ça à la... Race Across France. Non, nous, on a de l'asphalte tout le temps. Il y avait des petits tronçons de pavés. Ça, c'est génial aussi. À 4 heures du matin dans la pluie avec ton... C'est fantastique, ça réveille quelqu'un, ça. Okay. Si tu t'endors sur un vélo, les pavés du nord de la France, grosse recommandation. Penses-tu la refaire? Ben... Oui, mais dans un format différent. Genre, moi, je pense que je vais reprendre la trace de celle que j'ai abandonnée, puis je vais repartir du même point à la même heure en solo, puis la faire dans les... je pense officiellement. Non, officieusement, ouais. Okay. Mais je pense que ça, c'est comme exorcer le passé et tout, là. C'est poétique, hein, quand je te regarde, puis je pense que tu trouves que c'est beau, ce que je dis. Oui. Mais ouais, je pense que je vais la faire en mode solo. Mais sans pression. Ouais, sans pression de compétition, sans dossard, vraiment. Mais tant qu'à faire ça... mais c'est parce que t'aimes ça rouler vite longtemps. Parce que je t'ai pas dit, tant qu'à faire ça, fais juste continuer vers l'est pendant... Ouais. Est-ce que ça t'intéresserait pas, ce genre de... Ouais, moins vite, t'en as parlé un peu. C'est une intervention. Travailler à temps plein et tout, avoir des obligations, ça fait en sorte que le chronomètre, il fonctionne, puis tu as X nombre de vacances par année. Fait... Mais tu travailles chez Decathlon, il n'y aurait pas un programme athlète rêve de David, genre, rêve d'enfant? On pourrait faire une fondation, d'ailleurs, si vous voulez collecter. Je vais faire mon adresse courriel. Non, mais oui, peut-être. Moi, je partirais 6 mois de temps, ça me dérangerait pas. Ouais? Ah ouais. Mais je ferais comme le triple de kilomètres que tu as fait, mais il n'y a pas de compétition. Chacun son rythme. Je sais pas, ça sonnait comme une compétition, mais vu que je suis pas de calibre... Il faut que j'apprenne à rouler plus tranquillement. C'est quelque chose que j'ai pas encore maîtrisé. Puis quelque chose d'autre en vue? Après que tu as fait ça, est-ce que tu veux faire une plus longue ou tu veux la refaire plus vite? Pas nécessairement plus longue, mais différente. Autant que David il dit que lui, ça y prend de l'asphalte en toutes ses roues, moi, j'apprends à aimer ça, de la gravelle, puis de la roche, puis de toutes sortes de surfaces. Fait que je m'enlignerais plus sur quelque chose hors route. C'est quoi le Tour Divide? C'en est une. Ce serait le but ultime. C'en est une grosse. Ça, c'est combien de kilomètres? C'est un... 6 000, je pense. Ouais, avec la single track. C'est un 4300 miles, je pense. Fait que c'est ça, un 6 000 à peu près. Ouais. Fait que c'est costaud, là. Je veux dire, là tu pars un mois et demi. Là. Ça dépend, là. Regarde, ou 14 jours, comme les premiers. Exactement. Mais bon, ça, c'est dans un futur, mettons, un 5 ans. Là. Ce genre de course-là, est-ce qu'il faut que tu sois déjà fou ou tu le deviens? Est-ce que, en tout respect, ou c'est à la portée de tous de faire ça? C'est pas à la portée de tous à court terme. Ah, OK. Mais je pense que quelqu'un... c'est comme courir un marathon, genre. Ça te prend des mois d'entraînement, mais après, c'est un amalgame de bon équipement, bon état d'esprit, bonne condition physique. Il y a beaucoup... puis, il y a toujours des extraterrestres qui vont se réveiller un matin en disant « je vais faire ça », puis ils vont le faire. Mais je pense que pour le commun des mortels, ça prend quand même un certain... temps de préparation pour y arriver. Parce qu'il y a des échelons, je pense, à franchir. Là. On en parlait tantôt, de faire des premiers 200, 300, 500 km, puis après faire du multi-day, puis voir un peu comment on se sent, expérimenter la fatigue, rouler la nuit, se sous-alimenter, comprendre ce qui fonctionne pas. Il y a tellement de paramètres à maîtriser avant de se lancer dans quelque chose comme ça. Je pense que ça prend quelqu'un qui part de zéro au moins 1 an de préparation. Facile. Ah ouais? Qu'est-ce que tu penses, Kev? Je suis vraiment d'accord. Avez-vous déjà fait des brevets? Non. Veux-tu que je t'explique? Non, ça t'intéresse pas? Oui, éventuellement, oui. Comme le Paris-Brest-Paris. Oui, ça, j'aimerais bien ça. C'est ça, mais les brevets, faut que tu te qualifies. C'est vrai. Moi, j'ai déjà fait. J'ai fait un brevet cette année. De combien de kilomètres? 207 en une journée. Puis je roulais avec un peloton qui m'ont tiré du début à la fin. Ça, c'est le secret, ça. Ouais. Ouais, d'économiser ses forces. Puis là, quand tu arrives à la fin,
Là, tu piques un sprint, puis tu Ouais, arrives puis avant. tu dis, j'ai gagné, gang de salle. C'est le truc. C'est le truc. Mais vous parliez de nutrition, là, puis c'est vrai parce que d'habitude, je ne pense jamais à ça. Puis moi, d'habitude, après 40 km, je commence à être tanné de pédaler. Fait que j'imagine si vous faites des 2500, ça vient long. Mais après, donc, vu qu'on faisait 200, après 40, j'ai dit à l'organisatrice que je commençais déjà à être tanné. Puis elle m'a dit, ben on est presque arrivé. On a déjà fait presque la moitié de l'allée. Fait que là, ça, niveau nutrition, c'est correct, mais au retour, là, il y avait encore plus de vent. Il y avait un organisateur au début, il dit on va avoir... aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, on va avoir un vent de côté, mais là, on l'avait tout le temps de face, on dirait. Puis après, on s'est arrêté quelque part, puis il a dit... les gens chiolaient un peu, puis on a dit, tu sais, Marc, tu nous avais dit qu'on aurait le vent de côté. Puis il a dit, mais j'avais pas spécifié quel côté. Fait que... où je m'en allais avec ça, c'était la nutrition, que j'avais vraiment ma nourriture en avant de moi. Puis c'est pas de prendre des pauses, c'est tout le temps manger. Il faut pas juste que... Puis ça va à l'encontre là, de tes patates ramen là, séchées, mais il faut que tu manges quelque chose que t'aimes. Ça fait partie de tester un peu ce qui fonctionne, puis au final, tu dépenses tellement de calories que tu peux manger comme un container à déchets. Genre. Moi, j'ai une alimentation, je m'excuse au nom des nutritionnistes du monde entier, parce que quand j'arrive dans un dépanneur puis j'ai faim, c'est un mélange un peu schizophrène de plein d'affaires qui vont pas ensemble, mais qui, au final, vont m'alimenter dans les 2 prochaines heures. Mais tu sais, tu fais un 300 km. Tu vas dépenser probablement 8000 calories. Tu vas être déshydraté. Tu vas avoir des moods, des changements de tempérament sans arrêt. Fait que tu as besoin de sucre pour t'alimenter en énergie. Tu as besoin de sel pour te refaire une hydratation. Fait que tu peux manger des guézilles de fromage, puis des barres de chocolat et tout, puis ça va être correct. Tu as besoin sans arrêt de t'alimenter, puis après, il y en a qui vont manger des fruits. Ça, c'est correct aussi. Mais chacun doit trouver sa clé de voûte nutritionnelle, puis je pense que ça passe par un once de plaisir aussi. Il faut que tu manges des trucs que tu aimes, parce que tu l'as dit, tu as fait 200 km, tu trouverais ça long, ben des fois, tu as des lignes droites de 100 km de temps. Ben si tu as tes petits jujubes préférés, ça passe déjà un peu mieux que si tu as des céleris, genre. Ouais, mais des fois, ça peut te tomber, même si tu aimes vraiment ça, à un moment donné, j'imagine qu'il faut que tu varies un peu. La digestion sur un vélo est une science que l'on apprend à maîtriser. As-tu des bonnes anecdotes? Je suis chanceux, j'ai un bon transit pour ceux qui s'intéressent. Non, mais c'est parce que tu sais, déjà sur un vélo de route, tu es quand même très courbé vers l'avant. Ouais. Fait que tu te bloques un peu l'estomac, right? Fait qu'il faut que tu dises à ton cerveau qu'il faut que tu manges constamment, même si ton estomac te lance des messages opposés. Mais ça se développe et tout. Mais j'ai une capacité à manger sans arrêt, sans avoir de conséquences. J'ai travaillé 10 ans chez McDonald's, donc je pense qu'il doit y avoir un lien où j'ai comme un coating en titanium de l'estomac. Mais non, c'est un gros problème. Il y a beaucoup d'abandons dans les courses ultra-distance, justement, pour des maux de ventre et tout. Ouais. Les abandons, c'est souvent les fesses qui sont plus capables, là, qui veulent plus rien savoir, ou soit l'estomac qui est renversé, puis les gens font des réactions à la consommation. Les fesses, c'est, mettons, l'humidité, puis ça frotte? Ouais, il y a beaucoup de gens dans les courses ultra-distance qui ont de la misère avec vraiment genre la peau qui fait des grosses blessures. Puis justement, ils sont incapables de mettre les fesses sur la selle de vélo après 1000 km. Comme tu l'as dit, s'il pleut, c'est encore pire. S'il fait froid, ça rajoute une couche de problème. Mais ouais. L'humidité, la chaleur, le sel. Moi, je sais que c'est important. Là, on rentre dans des discussions, là, mais c'est important. Parle-nous de ton transit. Aucun problème à ce niveau-là. Je parle plus sur... bon. Ouais, non, ça va bien. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu en tête pendant que David y parlait, mais pense à manger quand tu es dans des aérobars. T'es quasiment couché par en avant, mais tu manges pareil. Mais c'est une position un peu bizarre pour manger. Je sais que la première fois que j'ai fait ça, j'ai dit OK. Mais tu t'habitues, puis ça va. Mais, Vous avez jamais déféqué dans des fossés? Oui. Non, mais c'est normal. Tu dors oui, c'est normal. C'est normal, Jonathan. Voyons donc. Tu penses que t'es invité qui à ce podcast-là? Que celui qui n'a jamais déféqué dans un fossé lance la première. Non, mais tu vois, d'ailleurs, hein? c'est un sujet intéressant à discuter sur la place des femmes, par exemple, dans l'ultra-distance, où justement, pour un homme, c'est beaucoup plus facile de faire ses besoins et tout. Puis il y a vraiment une grosse discussion dans le monde ultra par rapport justement à ça.
Parce que c'est plus compliqué pour une femme d'arrêter sur un bord de route et tout. Donc, c'est vrai? un sujet que tu voulais faire une blague, mais c'est sérieux finalement. C'était pas une blague. C'était pas une blague. J'ai plusieurs anecdotes moi-même. Tu sais, quand t'es au milieu de nulle part, t'es au milieu de nulle part. Hein. Faut y aller. Pour ramener ça un peu, là, avec ce que tu dis là, mais tu sais, une course d'ultra. Je tiens pas. Non, mais pour ramener ça aux essentiels, là, c'est qu'au final, une course comme ça, justement, tu retombes avec la base. Manger, dormir, pédaler, puis, Aimer. Ouais. Ginette Renault serait fière. À l'essentiel. Oui, j'aime l'essentiel. ça, yes. Mais c'est vrai, hein, les besoins physionomiques, c'est ce qui revient à la base. Dormir, manger, transiter. Puis au final, je pense que c'est peut-être pas transiter particulièrement, là, mais au final, moi, c'est ce que j'aime de revenir justement à la base. Tu te lèves, puis tu te poses pas de questions. Tu sais qu'il faut que tu pédales, puis qu'il faut que tu manges. Dans quoi vous dormez? Dormez-vous? Oui, le sommeil est essentiel. Ouais. Les études à partir de combien de kilomètres tu es obligé de dormir? Obligé. Il n'y a pas ça dépend de la d'obligation. personne. Ma mère ne m'appelle plus pour savoir si je dors le soir, mais je te dirais que c'est une question de feeling. Après, il y a un départ. Il y a toujours l'envie de se dépasser et tout, mais à un moment donné, après 24 heures sans dormir, moi, il n'y a plus de son, plus d'image. Tu commences à avoir des hallucinations quand tu es trop fatigué. C'est quand même long, 24 heures. Ouais, le plus que j'ai fait, c'est 36 40 heures sans dormir et plus jamais de ma vie, je vais faire ça. T'es plus toi-même, ça n'a aucun sens. Ta réaction à tout devient chaotique. Mais ça, c'était dans le temps que tu célébrais au Sourpuss. Moi, je te parle de quand tu faisais du vélo. Moi, j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune, ça. J'ai jamais bu de Sourpuss de ma vie. Non? Oui. Oui, un peu. Oui. Donc c'est quoi? À chaque jour, tu dors quelques heures? Parce que 2500, combien de jours ça peut prendre? C'était 10 jours. Là, il faut que tu dormes plus que 3 heures. Un 4 à 6 heures. Parce que le problème, c'est que, comme il expliquait tantôt, il faut que tu manges, il faut que tu arrêtes les besoins et tout. Fait qu'en zigonnant, tu finis par quand même perdre au moins 2 heures dans ta journée. Genre. Fait que le sommeil, je te dirais qu'à peu près 4 heures par jour, c'est quand même pas pire. Fait que tu pédales un 18 heures de temps, tu dors un 4 heures pas fou, puis tu prends un 2 heures pour te nourrir, puis t'étirer, appeler tes proches et regarder qu'est-ce qui se passe sur Facebook. OK. C'est important. C'est important. Kev? Je suis pas mal d'accord là-dessus. 18 heures de vélo, 4 heures de sommeil, 2 heures de... Ouais, ça fait du sens. Je me verrai jamais. Pendant 7 ou 10 jours où il y a des courses plus longues, là, mais c'est soutenable quand même. Mais c'est fou comment tu as un second souffle. Moi, je pense que la pire, c'est la 3e journée. Ah oui? Après, même 2e journée. Douleur ou de non, mais psychologique, ton corps s'habitue. Genre, c'est fou. Les premières nuits, moi, je dors mal. Je regarde ma variation cardiaque et tout sur ma montre, puis je vois là, mon corps, j'ai chaud toute la nuit parce que tu as le soleil, t'as la dépense musculaire et tout. Puis après, comme 2-3 jours, tout d'un coup, ton corps, il s'habitue. Puis là, ça va mieux, tu dors mieux, tu récupères mieux. Puis c'est là que tu vois que le corps humain est une machine bien huilée parce que, franchement, tu peux lui imposer un rythme comme ça. Puis, tu nous parlais de ton transit. Je sais pas à quel point il est bien huilé. C'est une autre discussion, on s'en parlera tantôt. All right. Hey, David, sur ton Instagram, il n'y a pas tant de vélos. Il y a beaucoup de livres. Oui. Est-ce que tu vois un lien? Est-ce que tu veux faire comme si tu étais un grand lecteur ou tu l'es? Et si tu l'es, je ne veux pas assumer, et si tu l'es, vois-tu un lien avec ta pratique cycliste? Ben moi, je suis un loner. Hein. J'ai toujours été un solitaire. Fait que... Par choix? Ah ben j'étais très roux quand j'étais jeune, donc à l'école ça a été difficile. Oui. La bibliothécaire était ma meilleure amie, Okay. donc c'est à partir de là je pense. Non mais j'aime bien plonger dans un livre comme j'aime plonger dans une raid de vélo, donc ouais je pense que j'aime bien l'aventure et tout. T'es abonné à Scholastique? Et oui ça coûtait cher à mes parents quand ils venaient à l'école. Ouais. Mais ouais j'ai toujours lu énormément, même affaire avec la musique, gros tripeux de musique, vinyle et tout. Hein. T'en joues non? J'en ai déjà joué, mais là, j'ai plus le temps. Mais là, je vois que tu vois pas mes stories Instagram parce que je mets toujours des vinyles. Oui, mais en fait, tu mets tout le temps une photo de ta table tournante avec un drink, puis après ça, une autre photo avec la même table tournante, mais plus de drink. Ouais. Oui. Non, mais tu sais, des fois, tantôt, je disais de compenser. Des grosses soirées.
Il est possible que parfois, j'aime bien faire 1 ou 2 cocktails en écoutant des bons albums sur ma table tournante. Mais encore une fois, la vie est une balance. Une boîte de chocolat? Non, c'est beau, ça. Je sais pas de pogner ça où, mais tu me donnes envie d'aller courir comme sans m'arrêter. Non, mais c'est toujours la balance dans la vie. Faut que tu compenses tes souffrances à vélo avec du bonheur à la maison, puis vice-versa. Fait que, ouais. Bon, avec quoi tu compenses, Kevin? Reste grand public. Écoute, pas grand-chose, je te dirais. C'est beaucoup du vélo dans ma vie. Mais comme je te dis, apprendre à doser le type de vélo que tu fais. Mais est-ce que tu te rends au travail en vélo? Tous les jours. Ah oui? 300, pas les fins de semaine, là, mais été comme hiver. Sérieux? Ouais. Combien c'est en kilomètres? Là, je suis chanceux, c'est rendu juste 12 kilos. Aller? Ouais. Fait qu'un 25 aller-retour, mettons, là, par jour. Mais avant, je faisais 20, je faisais 40 par jour. Ah ouais? Puis en hiver, c'est quoi la motivation? Ou est-ce que tu trouves ça mieux ou tu trouves ça pire? Écoute, je vais dire, comme je dis à tout le monde quand je parle de mon commute, là, c'est une habitude. Ouais. C'est rendu plus simple pour moi maintenant de me lever puis d'aller sur mon vélo que d'aller attendre l'autobus au coin de la rue ou d'aller me faire chier dans le trafic. Je trouve qu'une fois que tu décides de le faire, comme d'avance, tu dis tout le mois, je vais le faire. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis très, très cheap. Et le fait de ne pas avoir de passe, ça m'aidait beaucoup parce que tu dis, je ne dépenserais pas 2 $, ou je ne sais pas combien que c'est. J'ai pas la passe, mais non, mais même par jour. Fait que ça doit être ça. Puis à un moment donné, tu es équipé, puis c'est tout le temps la même. Exactement. Puis là, je te dirais que c'est peut-être la première fois là, depuis que je commute, là, mais des fois, je m'écœure. Fait que là, je me suis trouvé des chemins différents. Puis tu mets un petit peu de... Est-ce que tu essaies de le faire le plus vite possible? Non. Non? Il y a des journées où, quand ça roule particulièrement bien puis que je me sens en forme, je vais me pousser un peu plus pour faire un style intervalle ou quelque chose comme ça. Mais je te dirais que la plupart du temps, c'est du mollo-mollo. On s'en va travailler puis c'est bien correct de même aussi. Puis Dave, commute ou... Oui. Pour te rendre chez Decathlon, tu dois avoir un stationnement de vélo là-bas. Il y a tout ce qui, c'est la douche et tout. Ouais. Mais l'équipement de camping, Four Claws, puis d'autres marques. Est-ce qu'on fait là, le comme blog ça, maintenant? Ça dépend qu'est-ce qui m'est offert. Parfait, génial. On s'en reparlera après l'émission. Après mon transit, on se parlera de Decathlon. Mais moi, l'hiver, j'ai déclaré forfait parce que sur la rive sud, il y a encore du chemin à faire, sinon ça finit assez intensément, merci. Mais oui, l'été, de avril à décembre, commute all the way. Mais moi, je vire ça en entraînement assez souvent. J'ai pas ta maturité, finalement, Kevin. C'est parce que je trouve ça dangereux. J'ai pas fait ça longtemps, là, mais quand j'étais à Montréal, j'essayais de battre mon record à chaque jour. Puis ça vient très, très, très dangereux là, de comme faire aucune lumière. Puis il y a trop de monde aussi. C'est correct. Trop de monde, c'est un bon problème. Toi, tu vas à l'encontre. Mais je suis content, moi, qu'il y ait du monde, c'est cyclable. Oui. Mais à l'heure de pointe, là, tu vas sur le rêve. Là, c'est magnifique, le rêve. Moi, j'adore ça, cette piste cyclable-là. Ça permet de traverser la ville de bord en bord de manière sécuritaire. Je le dirais à Vélo-Québec. Ouais. C'est génial, mais il y a beaucoup de monde. Donc, il faut être vigilant. Tu peux pas te permettre de rouler 30 sur le rêve là, à l'heure de pointe. C'est juste stupide. Rendu là, c'est toi qui mets les autres en danger. Là. Je le prendrais pas mal, ce que tu viens de dire. Niveau équipement, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez apportées que vous ne rapporteriez pas? Et au contraire, c'est quoi votre pièce d'équipement que vous avez le plus préférée? Et en particulier, David, j'aimerais que tu nous parles de ta selle Brooks, qui m'apparaît complètement ridicule à apporter dans un truc où tu veux sauver des grammes. Oui, mais le confort, ça vaut combien pour toi, Jonathan? Moi, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu la selle en la B17. Ça, c'est gros, ça. Et je n'ai pas aimé ça. Et après ça, j'ai eu la C17 en cambium. Meilleure selle de tous les temps. Je ne l'ai pas aimée. Mais pas vrai? Ça dépend peut-être de tes fesses ou quoi. Mais je trouve que je ne l'ai pas particulièrement. Kevin, tu fais signe que tu haïs ça, toi, les Brooks? Pas capable. J'ai essayé. Pas capable. Pas capable. Pourquoi? L'as-tu essayé? Écoute, c'est peut-être parce que je n'y ai pas donné le temps de se casser. En cuir, là? En cuir, j'ai pas essayé. Moi, c'est la cambium. Mais la cambium, elle casse pas. Mais c'est une question d'angle. Quand tu la mets à bon angle, c'est comme une caresse de l'âme après. Je vais arrêter là parce que c'est quoi? Tout ce que je vais dire après va ruiner ma... Quand ils ont inventé le vélo, fin 19e siècle, ça a été une invention très, très, très grande pour l'émancipation des femmes.
en quelques années, les mariages en Europe, là, dans les villages, sont passés de 77 intra-paroisse à seulement 41 Les femmes pouvaient se promener d'une paroisse à l'autre. Ceci dit, la grande problématique de ça, c'est qu'il y avait très, très, très peur que les femmes sur une selle de vélo aient trop d'orgasmes. Ouais. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai. T'en vois beaucoup à Montréal? Non, mais ce que tu dis, c'était quand même un fait. Oui. Donc, quand tu me parlais de ta caresse... Je sais pas qu'il y avait trop d'orgasmes à vélo, ça, je sais pas. La ça. C17. Oui. Quand tu me parles de caresse, c'est là où je voulais en venir. Oh boy, OK. On a fait un détour, là. Est-ce que c'est ça que tu faisais référence? On s'en parlera tantôt après mon transit Décathlon. Et on parlera Non, des mais caresses l'angle, c'est quoi? C'est par Non, en mais avant ou c'est de niveau? Je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont pas confortables sur leur vélo puis qui pensent Ouais. que c'est normal et c'est le plus gros mensonge. Il n'y a aucune raison pourquoi tu n'es pas confortable sur un vélo. Il faut juste le fitter adéquatement. Et je trouve que la selle... Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de selle. J'en ai essayé une tonne avant de tomber. Franchement, tu as des livres publiés, toi. Tu devrais pas rire au mot selle. C'est normalement Okay, non, mais parfait. en lien avec tout ce que tu racontes. Excellent. Mais je trouve que la C17, avec la fente au milieu, avec la manière que le bec est fait et tout, moi, à moins 2 degrés, c'est le match idéal. C'est quoi, moins 2? Le nez en avant ou le nez relevé? Le nez en avant. Parce que Le le nez moins- relevé, ça coupe ta sensation, puis après, tu n'auras pas d'enfant. OK. Ouais. Parfait. Puis toi, c'est quoi ta préférée? Moi, c'est celle Italia SLR avec le gros cut-out dans le milieu. C'est un autre assez classique dans le vélo de route, là, mais je l'utilise même en vélo de montagne. Mais est-ce qu'il faut en essayer plein pour le savoir? Et malheureusement, oui. Ouais. Il y a- Les acheter? Écoute, Il y en a qui les passent. Il y a des bike shops qui te les prennent. il y avait, c'est ça. Quand je travaillais en boutique, moi, on avait un programme là, de test. Là, on avait des selles. C'était marqué test en gros dessus. Il est vraiment laide, mais au moins, tu peux l'essayer avant de l'acheter. C'est comme un Tinder de sel. On peut le voir comme ça. J'ai trouvé que c'était déplacé. Puis j'essaye de faire ça grand public. Puis là, tu viens me faire des phrases déplacées dans mon podcast. Je m'excuse. Tu pourras couper au montage. OK, quelle autre pièce d'équipement? Tu me parlais des barres aéro. En avez-vous les deux? Et est-ce que tout le monde devrait avoir ça? Oui. Oui, sauf en montagne. OK, mais lui, Transpyrénées... OK, où est-ce que tu veux aller avec les montagnes? Ben, je sais pas, mais grimper du 12% dans tes aérobords, t'es mieux de pousser des sacrés watts. Non, mais parce t'es que- pas obligé de la entre les tenir tout le temps. montagnes. Oui, non, mais Entre entre les les montagnes, il y montagnes, a c'est du plat. parfait. Ouais. C'est Vois-tu, confortable. intéressant là, sur les aérobords, là, 2019, j'en avais pas emmené. Ouais. En me disant, ben, je vais monter puis je vais descendre. Fait que ça va être chiant dans les montées puis dangereux dans les descentes. Fait que j'en ai pas mis. C'était une erreur. Fait que c'est pour ça que le 2023, j'en ai mis. Je les ai utilisés énormément. Parce que même si c'est un 3% montant ou 3% descendant, tu peux les utiliser. Ça fonctionne très bien. C'est un gros avantage, oui, aéro, mais aussi au niveau des mains. Un gros problème en ultra là, qu'on n'a pas parlé du tout, là, mais c'est au niveau des mains. Tu as beaucoup de pression sur les mains puis tu viens les doigts engourdis. Je roule pas de gants en temps normal, mais pour une course comme ça, je roule avec des gants. Puis les aérobars, ben, ils font que tu peux changer ta position puis tu Ça enlève un peu de poids sur Exactement. tes fesses. En fait, oui, en effet. Pour les fesses aussi, c'est pertinent. Ah, ben ouais, sur tes mains. En fait, c'est que tu déplaces ton poids sur tes avant-bras. Genre, Exactement. ouais. Exactement. Donc, oui, moi, je pense que c'est un essentiel là, pour ce genre d'événement-là, du moins ce qu'on a fait, là, les deux. Je pense que c'est Dave, t'en as? Oui. Ouais, je referais pas de l'ultra sans des aérobars. Après, c'est, tu sais, t'aimais pas comme sur ton bike de TT en 2007, Ouais. tu sais, t'aimais quand même relevé. Ou t'es presque pas penché. Non, c'est pas pour le gain aérodynamique, c'est vraiment pour le confort. Comme tu disais, moi, après ma traversée, je pense que j'ai été un mois sans sentir mes petits doigts parce que ça s'engourdit. Puis avec les barres de TT, tu viens vraiment changer ta position, tu changes tes points de pression, puis c'est, mine de rien, une position de plus parmi les 5 que tu peux avoir sur ton guidon, fait que ça te donne un petit bonus, là. Mais ouais, je referais pas un truc avec des longues lignes droites. Autre chose, sac de cadre ou demi-sac de cadre, où vous placez votre eau? Dans les porte-bouteilles. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des sacs de cadre complets avec un sac d'eau ou au guidon, là. Non? Je sais que dans les
trucs genre Great Divide, je pense que les sacs d'eau, ça peut être pratique parce que tu as des longs stretches sans eau, mais moi, deux bouteilles, c'est suffisant. Là. OK. Puis moi, je connais pas ton setup, David, mais tu es quand même beaucoup plus grand que moi. Moi, je suis petit. Fait que de mettre un sac, un full frame bag, en tout cas, moi, j'aimais pas l'idée parce que ça m'enlève un peu toutes mes autres possibilités pour mettre de l'eau. Au final, moi, j'ai un frame wedge qu'ils appellent. Là. Fait que j'ai ma bouteille, la bouteille qui est verticale, je l'ai quand même. Puis j'ai mon sac, dans le fond, qui fait toute l'avant de mon cadre. Puis même en dessous de ma bouteille, là, je me suis imprimé une petite boîte. Je me suis fait une genre de petite boîte là, pour mettre des chambreurs de spare et tout ça. Fait que vraiment, tout l'espace est utilisé, mais pas juste par un grand sac avec un zipper puis que tout se mélange dedans. Là. Une petite boîte en triangle? Ouais. Pas en dessous. Pourquoi tu mets pas ça en dessous du tube diagonal? J'ai une autre bouteille, là. J'ai 2 bouteilles d'eau, finalement. J'ai ma bouteille sur mon tube vertical, puis j'en ai une en dessous du vélo aussi. Puis avez-vous des sacs de sel, des sacs de guidon? Oui. Sac de guidon, c'est bien parce que moi, je mets tous mes outils là. C'est plus de poids à l'avant du vélo. Parce que c'est l'erreur qu'on fait tous au départ. Mon premier voyage à vélo, j'ai fait mes sacs comme quelqu'un qui n'avait pas envie de faire un voyage, je pense. Puis tu réalises bien vite que tout ballotte, le poids n'est pas bien réparti et tout. Donc, c'est un des trucs, je pense, avec le temps que tu apprends à bien faire tes sacs, puis justement, mettre le plus de poids à l'avant du vélo, parce que déjà tes fesses sur la selle, tu as plus de poids à l'arrière. Donc, tu contrebalances, puis ça te permet de, tu sais, même quand tu te lèves sur le vélo, tu vas être moins débalancé par tes sacs et tout. Donc, sac de guidon avec tout ce qui est lourd, moi, c'est un type qui fonctionne très bien. Le sac de selle, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est très mal utilisé par les gens en temps normal. Comme David a dit, là, les gens ils mettent beaucoup des trucs lourds, des trucs qui se compressent pas bien. Ça fait que le sac, en tout cas, moi, j'ai le Apidura. Il y en a qui viennent avec des genres de cradle. Je sais que le Harkel, tu as même un genre de petit rack en métal. Là. Honnêtement, moi, j'ai pas d'utilité pour ça parce que tout ce que je mets là-dedans, c'est des trucs qui se compressent. Fait qu'une doudoune, un manteau imperméable, mon stock de dodo, c'est tout, excusez l'expression, mais c'est toute de la guenille, fait que ça se compresse. Puis une fois que le sac est bien compressé, qui est bien taillé, il ballotte pas pantoute. Ben, moi, je sais pas toi, David, moi, je l'excuse pas, cette expression. J'ai trouvé que ça m'a blessé. C'était blessant, la guenille. Fait que, Puis juste peut-être, excuse, je vais finir sur les sacs. On a parlé... J'en rajoute. Mais juste au niveau de la stratégie du sac en avant, je sais pas ce que toi, David, comme sac en avant, mais... Moi, je suis minimaliste. Hein. Quand je pars, j'ai l'impression d'aller faire un pique-nique avec mon oncle en après-midi puis revenir me baigner après. Là. C'est pas, j'ai un sac genre 20 cm de long. Là. Et moi, j'ai 4 sacoches. Mais toi, tu pars pour de vrai. Là. Mais en fait, tout ce que je voulais dire, moi, c'est que final, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au lieu de mettre le gros sac de guidon, le traditionnel, peut-être que toi, que t'as pas, là, mais moi, je me mets des sacs entre mes aérobars. C'est tout ce que je voulais dire. Un petit truc, ça reste aéro. Dans ce sac, est-ce que tu mets de la guenille? Oui. Mais là, on a oublié un truc essentiel, par exemple. Le chamois butter. Ah oui? Ben oui, t'es pas team chamois butter. Vous êtes pas team chamois butter? Non. Mais moi, ce que je sais pas vous, je sais pas si c'est juste moi, puis en plus, j'ai appris dans les dernières années que ça donne le cancer apparemment, là, mais du talc pour bébé, moi, ça me fait du bien. Attends, qu'est-ce qui donne le cancer, le chamois butter ou le talc? Non, le talc. Ah, OK. Mais j'en mets abondamment sur mon pubis. Excusez l'expression. Hey, t'étais offensé de ma joke de Tinder, puis tu viens de dire le mot pubis. Mais c'est l'entièreté de l'humidité. C'est vrai. Sinon, la crème d'arnica, sinon, c'est bien aussi. La crème d'arnica. Tu vas chez Avril, là, puis la petite madame qui parle comme ça, là, elle va te recommander la crème d'arnica. Non, mais ça, tu ris parce que tu y vas, hein? Ouais. Mais ça... OK. Mais ça, c'est les trucs... l'oxyde de zinc, c'est ça? Tu sais, moi, je suis à ce niveau-là, puis toi, tu viens de mettre une couche de plus. Mais l'oxyde de zinc, je le mets après si j'ai pas mis assez de petit talc, puis là, j'ai m'a fait des petits boutons. Mais c'est que la crème d'arnica, c'est comme du deep cold, genre, mais mieux. Fait que quand tes cuisses, tes fessiers endoloris, tu mets ça, puis ça te récupère. Ça te permet de récupérer mieux aussi. Je comprends pas du tout. La crème, je t'en parlerai tantôt, laisse faire. Non, mais c'est une crème de récupération. OK, mais tu te frottes ça sur les cuisses? Ben oui. Mais OK, mais on parle pas... Ça non, c'est un autre truc que je rajoutais. Moi, j'étais parti sur ma lancée. Là. Bon, puis ton chafing, ton butter, c'est quoi? Vous trouvez pas que ça change votre vie? Je trouve que ça apporte plus d'humidité dans cette région où tu veux l'enlever. Non, c'est un autre
câlin dans l'âme, ça, je trouve. Mais pourquoi? Ben, en tout cas, moi, ça change ma vie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quand t'en mets pas, puis combien t'en mets? C'est quoi je trouve les que les douleurs sont beaucoup plus intenses quand t'en mets pas que quand t'en mets. Genre, moi, je ressens beaucoup plus la pression après 10 heures de vélo. Entre ta cuisse et tes couilles ou au niveau de... Plus au niveau fessier. Ah oui? OK. Ouais. Au niveau des os et tout, les ischions, mais je trouve que ça fait une grosse différence. Mais en termes de frottement, c'est comme de la crème hydratante qui t'empêche de... Oui, mais je trouve que ça te permet de ne pas avoir genre, de petits bobos ou pas avoir de... Je sais pas, ta peau, elle fait comme pas de la corne, mais il y a comme des boutons qui se créent et tout. Là. Ouais. Quand tu fais des longues journées de vélo, là, tu ris de moi parce que je fais une confession ici. Mais en tout cas, je trouve que la crème permet vraiment d'amoindrir drastiquement ce genre de petits pépins de la vie. Puis pourquoi t'aimes pas ça, Kev? Moi, je penche plus dans ton camp. Je garde ça sec et propre. Point. Ouais. Puis j'ai deux bibs différents, finalement, avec deux chamois différents. Fait que ça vient changer les points de pression. Oh, intéressant. Fait que ça, c'est mon Fait que toi, t'es plutôt... David, il y a une selle en cuir. Puis toi, t'as l'entrejambe en cuir pour compenser. Et voilà. Bon. Wow. Très bien dit. Ah oui, OK. Excellent. On arrive à la fin. Les hommes, je ne sais pas s'il y avait des points pour les gens qui voudraient se lancer dans quelque chose comme ça, des conseils en vrac. Moi, vous ne m'avez pas convaincu, mais peut-être, je ne sais pas si... Comment me convaincre, disons? Si on a le goût de traverser l'Europe puis rien voir? Je pense j'ai pas... Ou se dépasser ailleurs? On n'a pas personne à convaincre, je pense. Non. Tu le sais en dedans de toi si tu as le goût de te lancer dans un genre d'affaires-là ou pas. D'accord. Ben pour ça, je suis complètement d'accord. Fait que je sais pas, David Le Tuerie, je sais pas si tu pensais de quoi. Est-ce que tu aimerais convaincre les gens? Est-ce que ça t'apporte quelque chose d'assez? Puis là, regarde, tu peux m'entraîner sur le Race Across Québec. Moi, je te lance un défi. Je te offre la place l'année prochaine pour venir le faire. 300, 500 puis il va y avoir, l'année prochaine 1000 km. Moi, je t'offre la distance que tu veux. Donc, il faudrait que je réserve mon mois d'août. Ben ça dépend de ta distance. T'sais. Ça dépend de 300, évidemment. 300, c'est un avant-midi, après-midi, c'est fini. Oui. Avec tes aérobars, tu vas rouler vite. C'est vrai, mes aérobars. Ouais. Mais à ma taille, moi, mon sac de cadre, je rentre 3 barres granola par contre. Non, mais donc, c'est la même chose que c'est les mêmes organisateurs que Race Across nous, on a voulu voler le concept, puis finalement, on leur a proposé de juste s'allier, puis on dit OK. Fait qu'on rentre dans l'écosystème basé en Europe avec le premier point d'attache en Amérique du Nord. Mais on est en contact avec eux. Ils nous apportent le support de l'organisation en Europe. Puis nous, on gère le terrain. J'ai un collègue avec qui on partage la tâche. Puis dans le fond, c'est le même concept avec la sécurité mise en avant et tout, la qualité de l'événement. Puis, à quoi ça ressemble, ce genre de... Ça part d'où? Ça finit où? Cette année, on a eu la chance d'avoir le GPAT à Terrebonne qui est embarqué dans l'aventure. C'est quoi le GPAT? C'est le groupe plein air Terrebonne. C'est un terrain ski pendant l'hiver, vélo de montagne. Pendant l'été, il y a des très belles pistes de gravel. Si jamais le départ et la fin, c'est là? Ouais. Le 500, tu fais une boucle de 200, tu reviens à Terrebonne. Tu peux dormir ou pas et tu repars faire la boucle de 300 qui est commune avec... Et tout le monde part en même temps? Non, c'est des départs aux minutes. Dans le fond, chaque personne part seule. Ouais. C'est vraiment... en théorie, tu es tout seul du début. Tu vas croiser des gens, bien évidemment, mais tu es tout seul avec toi-même. Il n'y a pas de départ de masse, il n'y a pas d'arrivée de masse. Donc, pareil comme en France, tu n'as pas le droit d'utiliser de peloton. À moins que tu sois en duo ou en quatuor, là, tu peux utiliser ton partenaire. Ton rôle, c'est... Tu es directeur de course. Ouais. Est-ce que tu vas la faire aussi ou non? Ben, j'ai testé le parcours. Ah ouais? Ouais. Mais si ça te tente, le week-end prochain, je le reteste. Fait que si ça te tente de faire 320 km avec 3600 mètres de dénivelé... J'avais acheté de la viande à fondue cette fin de semaine-là. Shit. Ça, c'est plate. C'est quoi ton bouillon préféré pour la fondue? Fondue chinoise. C'est un gars classique. Avez-vous déjà mangé de la fondue? Toutes mes anecdotes ne sont pas liées au vélo. Avez-vous déjà mangé de la fondue à Paris ou en France? Non. Non, toi, tu avais des nouilles ramen. Alors, c'est pas de la fondue chinoise là-bas, c'est de la fondue dans l'huile. Ouais. Et j'étais tellement excité que j'ai pas pris le temps de mettre ma viande dans mon assiette et ensuite de manger ma viande. J'ai juste mis ma fourchette à fondue
dans ma bouche directement, mais l'huile, c'est beaucoup plus chaud que du bouillon. Là, j'entends « Oh shit! » Depuis ce temps-là, ma langue est séparée en deux. Ça faisait, je te dis, le bruit que ça fait, même chose que tu sais, dans le Far West, quand tu t'étampes les vaches, là, puis ça fait comme... Ça brûle, puis ça y est marqué 5B sur le dos de ta vache. J'ai le petit... je sais pas... ah oui, ça n'avait même pas rapport. OK, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec le... Excellent. Et donc, ma question... peux-tu me rappeler c'était quoi la question que je t'ai posée? Je m'en souviens. Ah, ben Race Across Québec, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire? Non. Pourquoi? Ça fait de la peine. Là. Ouais, je suis désolé. Pourquoi pas? Désolé, David. Je vais dire ce que j'ai dit, mais une course de 300 kilos, là, je ne savais pas qu'il y avait un 500. Mais c'est pas assez? Une course de 300, c'est pas pour moi. Combien ça prend pour t'intéresser? 1000 plus. 1000 et plus? Ouais. C'est vrai qu'on en parlait tantôt, puis mettons qu'on est rendu à un point où faire 300 km dans une journée, c'est pas stressant. Genre. Les randonneurs m'ont dit ça, les brevets, là, ils m'ont dit qu'une fois que tu fais un 600, faire un 200, c'est comme tellement relax. Ah oui, si tu s'en vas chercher un 2 litres de lait au dépanneur, c'est la même affaire. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout est de perspective. Là. Exactement. Dans les deux courses, ça me fait penser aux randonneurs là, qui étaient quand même moyenne d'âge assez âgée. Est-ce que vos courses, c'est plutôt des jeunes ou il y a des gens de tous les âges? Les plus jeunes vont gagner. Donc, ceux qui font un truc hors norme, ils ont toujours mi-vingtaine. Mais la moyenne de participants, c'est plus autour de 50 ans que de 30 ans. Ouais, ben, l'endurance chez un homme, tu as moins de force musculaire en vieillissant, le cœur monte moins haut. Donc, c'est un sport qui peut être joué jusqu'à... Le plus âgé des participants pour la RAF 2500, c'était 76 ans, 75 ans. Ouais, fait que tu peux maintenir un certain niveau à très longtemps. Donc. Puis lui a fait plus de kilomètres que toi? Ouais. C'est pas correct ce que tu viens de dire. Ouais, mais il n'y avait pas de décalage horaire. Il était déjà là, tu sais. Ben oui. Merci, Jonathan. Oui. Je vais aller brûler tes livres. Vont aller au village des valeurs, mon chum. En faire profiter d'autres gens. Regarde, moi, j'ai pas de problème. Ça va donner le goût aux gens de rouler moins vite. C'est vrai, t'as raison. Bon, on va clore ici ce chapitre, mais je vous remercie à vous deux d'avoir été là. Pour les auditeurs, on prend aussi vos commentaires et vos questions. David, comment peut-on te joindre si on veut regarder tes listes de lecture et ce que tu écoutes comme vinyle? Ben, sur Instagram, de Cycling Fox. Avec des barres en dessous de Cycling Fox. Exactement. 3 barres en dessous. Kevin Mathieu, tu n'es pas sur Instagram. Est-ce qu'on te suit sur Strava ou on ne te suit pas pantoute, on te laisse tranquille? Je suis old school. On t'envoie une demande d'amitié? Honnêtement, oui. Puis après, on peut m'écrire par Messenger. Pas de problème avec ça. Et je suis disponible au Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.